Si on regarde au-delà des gros titres qui parlent tous les jours des conflits au Moyen-Orient, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de bien plus profond et peut-être même d'irréversible. Les monarchies du Golfe, qu'on a longtemps vues comme des îlots de stabilité, de richesse, eh bien elles font face à une réalité complètement nouvelle qui secoue les fondations même de leur sécurité et de leur avenir. Alors cette affirmation, elle est forte, hein? Parce que des guerres dans le Golfe, on en a connu. La guerre Iran-Irak, l'invasion du Koweït, l'intervention de 2003. Du coup, qu'est-ce qui rend ce conflit-ci si différent, si fondamentalement nouveau? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. La raison pour laquelle cette situation est absolument inédite, c'est que pour la toute première fois, c'est l'ensemble de la péninsule arabique qui est menacée, directement, ce qui n'était jamais arrivé avant. Pour bien saisir le truc, un petit retour en arrière s'impose. Dans les années 80, ok, les monarchies ont soutenu l'Irak, mais la guerre se passait ailleurs. En 90, l'invasion du Koweït, c'était bien sur la péninsule, oui, mais ça restait un conflit très localisé. Et en 2003, l'impact était énorme pour la région, c'est sûr, mais ce n'était pas des attaques directes contre tous les pays du Golfe. Bref, les monarchies étaient impliquées, mais jamais elles n'avaient été la cible principale, tout ensemble comme aujourd'hui. Et voilà le point de bascule. Aujourd'hui, la donne a totalement changé. Il n'est plus question de soutien à distance ou d'un conflit juste à côté, non. C'est la toute première fois que chaque pays de la péninsule, sans aucune exception, est une cible directe. C'est cette échelle, cette généralisation de la menace qui définit cette nouvelle ère. Bon, alors comment ça se passe concrètement cette guerre ? Il faut bien comprendre que ce n'est pas une bataille classique avec deux armées qui s'affrontent à force égale. Pas du tout. C'est un combat asymétrique, c'est-à-dire une confrontation où les règles sont complètement différentes. Et ça met vraiment à l'épreuve les défenses ultramodernes des monarchies. Regardons juste les chiffres. C'est vertigineux. Un drone d'attaque, un truc assez simple, produit en grande quantité, ça coûte, disons, dans les 20 000 $. Pour l'arrêter, il faut un missile intercepteur qui, lui, coûte environ 3 millions de $. Ce déséquilibre économique, il est juste colossal et il est au cœur du problème. Ce graphique, il parle de lui-même, pas vrai? D'un côté, une petite barre qui représente le coût presque dérisoire d'un drone, et de l'autre, un gratte-ciel pour le prix d'un seul missile patriote. On voit tout de suite que se défendre comme ça, sur le long terme, c'est juste économiquement intenable. Le défi, en fait, il est double. Il n'y a pas que la symétrie économique, il y a aussi une asymétrie industrielle qui est critique. Les stocks de missiles intercepteurs, ils ne sont pas infinis. Et en produire de nouveaux, c'est long, c'est complexe. De l'autre côté, la production de drones, elle, est rapide et elle peut être augmentée quasiment à l'infini. C'est une vraie guerre d'usure, une course d'endurance que les monarchies risquent de perdre. Pas par manque de technologie, mais tout simplement par épuisement. Et cette situation complètement folle a donné naissance à une alliance géopolitique, mais alors totalement inattendue. L'Ukraine, qui a des mois et des mois d'expérience sur le terrain face à ces mêmes drones iraniens, échange son savoir-faire avec les pays du Golfe et en retour, elle récupère de précieux missiles intercepteurs qui commencent à lui manquer cruellement. C'est bien la preuve que ce conflit régional a des conséquences absolument mondiales. Ok, on a parlé du militaire, mais il y a un autre champ de bataille, tout aussi important, peut-être même plus, celui de l'économie, de la psychologie. Et là, l'enjeu, ce n'est pas de gagner du territoire, c'est de préserver à tout prix l'image de la stabilité. Tout le modèle économique de ces pays, tout leur avenir, en fait, repose sur une seule chose, la perception de la sécurité. C'est cette image de stabilité, de pays sûrs, qui leur permet d'attirer les investissements et les talents du monde entier. Et c'est vital pour eux, pour préparer l'après-pétrole. Or, c'est précisément ce fondement qui est aujourd'hui attaqué de plein fouet. Et il ne faut pas oublier un point faible majeur, une énorme partie de leur population est composée de travailleurs étrangers, d'expatriés. Et eux, contrairement aux citoyens, ils n'ont pas forcément des racines profondes. Si le sentiment d'insécurité s'installe durablement, ils peuvent faire leur valise assez rapidement. C'est un risque énorme pour tout leur modèle économique. Face à cette menace sur l'image, les dirigeants doivent réagir, et activement. Cet exemple est très parlant, on voit le président des Émirats prendre tranquillement un café dans un centre commercial bondé. Évidemment, ce n'est pas anodin. C'est une opération de communication millimétrée pour projeter une image de normalité, de calme, pour dire au monde et à ses habitants « Regardez, tout est sous contrôle, la vie continue comme avant ». Mais au-delà des menaces sur le terrain et sur l'économie, ce conflit a mis en lumière une faille stratégique encore plus profonde. Une vraie fissure dans une alliance qui semblait indestructible. La confiance envers leur principal partenaire de sécurité, les États-Unis. Ce tableau, il résume parfaitement le problème. D'un côté, ce que les monarchies attendaient de cette alliance, être consultés avant une action majeure. De l'autre, la réalité. Elles découvrent que les États-Unis peuvent frapper l'Iran sans même les prévenir. Elles pensaient que leur sécurité était une priorité pour Washington, mais elles réalisent que leurs intérêts ne sont pas toujours en haut de la liste. Bref, le bouclier si fiable est devenu un partenaire imprévisible.
Attention, cette perte de confiance, elle ne date pas d'hier. C'est une tendance de fond qui a poussé ces pays, depuis des années déjà, à diversifier leurs alliances, à se tourner vers la Chine, à signer des pactes de défense avec le Pakistan, et même à parler directement avec leur grand rival, l'Iran. La crise actuelle n'a fait que confirmer brutalement qu'ils avaient raison de le faire, et ça accélère ce mouvement. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du dilemme. Parce que si l'ancien protecteur n'est plus si fiable que ça, et que les nouvelles alliances ne sont pas encore vraiment opérationnelles, que reste-t-il comme option? On est face à une situation extraordinairement compliquée, sans aucune solution simple. C'est un véritable piège stratégique. L'allié américain est imprévisible. Les nouveaux partenaires, comme la Chine, restent pour l'instant très en retrait, assez passifs. Et même les tentatives de dialogue direct avec l'Iran n'ont clairement pas suffi à les protéger. Ils sont littéralement pris en étau. Pour illustrer cette impasse de manière vraiment frappante, il faut regarder le cas du Qatar. Pendant des années, leur stratégie diplomatique a été brillante, se rendre indispensable à tout le monde en devenant le médiateur incontournable de la région. L'idée, c'était que ce rôle central les protégerait de tous les dangers. Mais ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Loin d'être sanctuarisé par ce statut, le Qatar a été frappé par les deux camps, se retrouvant pris entre le marteau et l'enclume. Sa stratégie si fine s'est complètement retournée contre lui. C'est une illustration presque tragique du fait que, dans cette nouvelle crise, personne ne peut vraiment s'échapper. Alors, la question finale, elle reste entière et elle est immense. Les certitudes d'hier se sont effondrées. Le fameux parapluie américain n'est plus garanti. Les nouvelles alliances sont encore très incertaines. Et la diplomatie a montré ses limites. Dans ce monde qui a changé, quel peut bien être l'avenir des monarchies du Golfe? C'est une question qui va redéfinir la géopolitique de toute une région pour les décennies à venir.